Bonjour, bienvenue à cette nouvelle conférence. Le thème de la dualité aujourd'hui. Nous vivons dans la dualité. C'est à partir d'elle que naît l'existence et nous l'expérimentons plus d'une fois jusqu'à l'extrême. On dit que les extrêmes se rejoignent. Au-delà de l'apparence, ils sont en fait unis. Voyons cela. Cela correspond bien à l'énergie du signe des Gémeaux et également à l'humanité, notre statut d'humain. Les Gémeaux sont d'ailleurs symbolisés par deux jumeaux. Il n'y a pas beaucoup de signes dans le zodiaque qui sont représentés par des humains. La Vierge, le Verseau, en partie le Sagittaire, et puis les Gémeaux. Donc deux jumeaux, ça correspond à notre expérience constante de la dualité. Moi l'autre, le chaud, le froid, le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur, le féminin, le masculin, le yin, le yang, etc. C'est la diversité, la multiplicité des formes que l'on connaît à l'infini et jusqu'à l'extrême. Dans ces expériences multiples, nous pouvons arriver à une instabilité, à être sans arrêt en mouvement. Tout est mouvant, changeant, impermanent. Nous pouvons bouger pour bouger, sans direction, sans but. On peut changer de logement tous les 3 ans, changer de travail. Bon, on a fait le tour, on va chercher ailleurs, changer de partenaire, parce que ça ne nous correspond plus totalement, et puis passer d'une chose à l'autre comme ça, en restant à la surface, sans vraiment de but, sans vraiment de direction. Cette expérience de la dualité, nous la rencontrons à travers le désir, qui est présent tout au long de notre chemin, en changeant d'aspect. Les Gémeaux nous donnent l'expérience des aspects doubles du désir. Quand il y a un désir, il y en a un autre en face, complémentaire. J'ai bien envie de ce gros gâteau au chocolat. Ah oui, mais je ne veux pas grossir. Un autre désir en face. J'aime être en couple, mais j'aime aussi la liberté de la solitude. Une dualité. Le désir sexuel féminin est assez duel comme ça, non? Il y a un oui et non qui se mélangent souvent. L'enjeu est important. Le désir masculin est plus entier. Les aspects doubles du désir apparaissent plutôt entre deux femmes peut-être, ou entre la vie amoureuse et le travail, la réussite, ou le sport. Ça apparaît plutôt dans cet ordre-là. Toute chose comme ça a son revers. On est attiré d'un côté, et puis il y a l'autre côté qui nous rappelle à l'ordre. Comme une oscillation, comme ça, et on ne peut pas vraiment choisir un côté. On arrive à être ambivalent entre deux désirs divergents, complémentaires, et on fait l'expérience que le désir ne comble jamais. On n'arrive jamais vraiment à la satiété plus qu'un instant. Le désir est le grand moteur d'évolution. Il nous pousse sans cesse en avant. Il ne donne pas le bonheur, contrairement à ce que l'on espère quelquefois. Il ne donne pas la joie. Il nous pousse à avancer sur notre chemin. Et il est appelé à changer d'aspect, à se transformer, à devenir plus subtil. On peut employer à ce moment-là le mot d'aspiration, qui est une autre étape du désir, une autre expression, une aspiration plus au niveau des qualités, des valeurs, des idéaux qui sont de plus en plus importants. Voilà, un autre aspect du désir sur un autre plan. Fondamentalement, il y a cette dualité entre nos deux natures. Nous sommes à la fois une personnalité, une expression dans le monde, et puis un être essentiel. Un être profond qui nous donne notre direction fondamentale d'évolution, qui souhaite que nous développions l'amour, que nous développions la fraternité, la justice, etc. La personnalité nous donne des désirs et cet être profond nous donne plus des aspirations à une valeur plus grande. Et on vit entre les deux longtemps la dualité, les aspects doubles.
On a bien envie de nous satisfaire pour nous-mêmes, d'être un peu égoïste. Et en même temps, l'âme, l'être profond nous appelle de l'autre côté. Ou alors on a envie d'aller vers l'âme, comme ont pu le développer les mystiques en oubliant la matière. Mais non, on est toujours ramené au désir, à la tentation, comme il disait. On revient aux avantages de la personnalité. On a à vivre les deux à la fois. Et à certaines étapes, la tension est exacerbée entre les deux. On arrive à une extrémité. Et là, finalement, la personnalité se reconnaît serviteur, elle s'oublie un peu et on arrive à un mariage entre ces deux natures en nous, un couple harmonieux entre les deux, que l'on peut appeler âme-personnalité, par exemple. C'est la réunion de ces deux parties en nous-mêmes. Toute opinion, de même, a son inverse. Et on arrive comme ça à des tensions, on peut aller jusqu'à la radicalité, jusqu'à l'extrémisme, jusqu'à ce qu'émerge entre ces positions différentes, ces points de vue différents, un sentiment d'interdépendance, et qu'ensemble on arrive à une vision, à un point de vue plus large, plus profond. Alors, comment trouver son chemin dans cette dualité ? Comment avancer avec des aspects divergents dans lesquels nous sommes souvent. Pour cela, il est important de définir notre axe qui va donner la direction. La réponse à l'instabilité, l'issue à l'alternance des aspects doubles, et de trouver son axe, sa colonne vertébrale de conscience. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Et aussi, qui suis-je vraiment ? Suis-je mes désirs ? Ou est-ce que les désirs sont des attractions de matière à matière, de forme à forme? Ce sont des parties de nous-mêmes, des expressions de nous-mêmes, mais ce n'est pas notre vraie réalité. On arrive à prendre du recul, on va se détacher de ces attirances. Et progressivement, alors, se développe la relation de notre personnalité, notre expression dans le monde avec notre être profond, notre âme. Un lien s'établit entre les deux, un axe qu'on peut appeler le pont arc-en-ciel, ou encore d'un nom sanskrit l'antakarana, cet axe que l'on construit de notre personnalité vers notre être profond. Il y a un axe dans l'autre sens, que l'on appelle le sutratma, par lequel notre être essentiel nous transmet la vie d'un côté et la conscience d'un autre. Deux fils qui arrivent pour le fil de vie au niveau de notre cœur et pour le fil de conscience au niveau de notre front, entre les sourcils. Voilà, c'est par là que nous recevons cette énergie de vie d'un côté et cette conscience. Et dans l'autre sens, eh bien, nous construisons l'antakarana, le pont arc-en-ciel, dans lequel la personnalité se situe de plus en plus par rapport à notre être profond. Elle se définit de plus en plus comme serviteur, comme au service de son essence, comme un prolongement qui permet à notre être essentiel de s'exprimer et d'agir dans le monde. Alice Vellet donne une phrase clé pour tous les signes. Pour le signe de Gémeaux, elle donne la phrase « C'est l'âme qui parle ». L'âme dit « Je reconnais mon autre moi, la personnalité, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. » Croix du verbe croître, et lui du verbe luire, rayonner. L'âme reconnaît la personnalité, c'est son adjointe indispensable pour agir dans le monde, pour réaliser son objectif de transformer le monde autour de nous, d'amener de plus en plus d'amour et de lumière dans le monde. La personnalité est essentielle pour ça, et l'âme la reconnaît tout à fait. Et de son côté, la personnalité a à s'effacer, pas disparaître. On dit parfois qu'on a tué l'ego. Sûrement pas. Notre personnalité est importante pour agir dans le monde,
Notre être profond a besoin d'une personnalité forte, active, responsable, mais qui a s'effacé, qui a oublié sa volonté personnelle, sa volonté propre pour aller au service de son essence. Et la reconnaissance de l'âme lui permet cet effacement parce que la personnalité garde tout à fait sa réalité, son sens dans cette reconnaissance et dans le rôle qu'elle a par rapport à l'âme. Cet axe que nous créons est de plus en plus une direction d'engagement dans ce service. C'est l'axe de notre responsabilité d'humain, individuellement et collectivement. Notre nature est double, comme nous l'avons vu, une partie personnalité, une partie âme, une partie qui appartient au 4e règne, à la personnalité, et une partie âme qui appartient au 5e règne de la nature, le règne des âmes, toutes unies entre elles, et qui ont pour objectif de réaliser l'amour autour des formes par lesquelles elles s'expriment. Notre nature est double, même on a une part animale en nous et une part spirituelle, on peut dire divine. C'est la nature humaine que d'être dans cette dualité. Nous sommes le 4e règne, relié au 4e rayon de la science des 7 rayons, l'harmonie par le conflit. C'est le rayon médian, charnière, qui a pour rôle d'être l'intermédiaire et de réunir les différentes parties inférieures et supérieures. L'humain a un rôle d'intermédiaire, de pont, de transmetteur entre le ciel et la terre, entre les plans de conscience supérieurs et inférieurs. Nous développons cela progressivement avec un sens de discipline qui nous donne de plus en plus de force là-dedans. Le moment de la pleine lune, chaque mois, est un temps important, un temps où l'on peut recevoir les énergies supérieures. La pleine lune des Gémeaux est particulièrement importante. Elle correspond bien à l'humanité. On l'appelle la fête de l'humanité ou encore la fête de la bonne volonté. Cela est célébré dans les religions chrétiennes dans la fête de la Pentecôte, qui célèbre le moment où les disciples de Jésus, après son départ, se sont demandé s'ils gardaient ce qu'ils ont vécu pour eux-mêmes ou s'ils avaient le souhait de diffuser tout ça dans le monde autour d'eux. Et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas garder tout ça pour eux et ils ont décidé d'aller diffuser cela, soit sous forme de paroles, d'écrits ou simplement dans ce qu'ils étaient, dans leur être et dans leur présence même. Là, on est dans un engagement dans l'axe qui sort totalement de l'instabilité et des écarts que l'on peut vivre jusqu'à l'extrême. En face des Gémeaux, il y a le signe du Sagittaire. Les deux sont bien reliés à l'humain, qui donne l'expérience de la dualité et du rayon 4, de la dualité de nos natures, qui se réunissent au service de plans de conscience supérieurs, au service de la Terre, entre autres. Et on retrouve cet engagement dans la flèche du Sagittaire. Le Sagittaire a pour symbole un centaure au départ et qui devient après un cavalier, avec un arc qui tire une flèche. Elle représente le but à atteindre. Le Sagittaire avance comme ça, de but en but, et va faire plus de lumière, de but en but, à travers la flèche qu'il a lancée, et l'axe d'aspiration que donne cette flèche, toujours au-delà. L'axe à construire est une voie du milieu, par rapport aux dualités, par rapport aux extrêmes. Une voie du milieu, pas seulement au sens de la modération, de la tempérance, pas seulement au sens d'éviter les excès, ça marche pas en Gémeaux, c'est insuffisant. Les Gémeaux rencontrent la dualité et les extrêmes à réunir, la modération qui revient un peu à s'inhiber, à se couper les ailes, n'est pas suffisante. Voie du milieu, pas non plus au sens d'un compromis, d'un gris entre les deux, entre le noir et le blanc. Ça marche pas non plus. Une attitude aimable entre le bien et le mal, non, c'est pas suffisant. Il faut aller vraiment au-delà de ça. Il faut remonter à ce qui unit les deux pôles,
là où ils se rejoignent, là où ils se retrouvent pleinement en intégrant l'autre, en se reconnaissant aussi dans l'autre et en se mariant entre les deux pôles. Les Gémeaux sont appelés le signe de l'union des opposés dans une synthèse fluide. C'est joli quand on est Gémeaux, c'est élégant comme présentation. Le signe de l'union des opposés dans une synthèse fluide. Il s'agit de remonter à l'état de conscience qui est l'origine en fait de cette dualité, qui crée cette dualité pour qu'on expérimente cette conscience origine, pour assimiler à travers la dualité, les tensions qu'elle peut créer, on expérimente la conscience supérieure. Je vais le développer dans un instant. Et on peut donner des exemples de ces dualités qui se rejoignent. Le blanc et le noir, on a inventé un symbole qui les réunit, le symbole du Tao. Il réunit les deux. Il y a toujours un peu de noir dans le blanc, toujours un peu de blanc dans le noir. Et il y a une circulation, une rotation entre les deux, un mouvement qui est engendré par cette dualité. De même, après le grand affrontement de la guerre 39-45, eh bien, on est arrivé à la fondation de l'Union européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier, dans un premier temps, en avril 51, par le traité de Paris. Au-delà des conflits, on est arrivé à une conscience d'accord, à une conscience d'harmonie. Également, en octobre 45, il a été établi l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Au-delà de la conscience nationale qui régnait jusqu'à maintenant, on s'est ouvert à une nouvelle conscience d'internationalité. Ça a été un pas d'évolution de conscience au niveau collectif, d'aller au-delà du national vers l'international. Antérieurement, il y a eu la construction des nations qui ont été importantes, que les Bretons, Corses, Savoyards, etc. acceptent de fonder une nation commune. Ça a été tout un chemin. Et puis, nous sommes maintenant beaucoup plus dans le développement de la conscience internationale. Voilà, des exemples de réunions à partir de la dualité, de nouvelles consciences qui a émergé d'une dualité entre deux pôles qui ont été intenses, extrêmes. Dans cette synthèse, on prend conscience progressivement de l'unité et on y remonte. Le point de jonction de la voie du milieu est une unité. Partielle, provisoire, parce qu'on se rend compte que cette nouvelle conscience qui a réuni la dualité antérieure est elle-même le pôle d'une autre dualité qui nous amène à nouveau à chercher la conscience supérieure qui est à l'origine de cette dualité. C'est comme une marche qui nous permet de monter d'un cran. Et ainsi, de marche en marche, on remonte vers l'unité. Les opposés sont complémentaires. Le triangle représente bien cela. L'unité du point au sommet se manifeste dans une grande multiplicité à la base du triangle. Toutes ces formes sont l'expression de l'unité au-dessus. Et de marche en marche, chaque conscience origine s'exprime dans une dualité et on retrouve progressivement cette conscience au-dessus à partir de la dualité et des tensions qui existent souvent entre elles. Ainsi, il y a unité entre moi et l'autre. Nous sommes à la fois uniques, individuels, chacun, et tous un. Nous sommes tous unis. Les êtres profonds que nous sommes, en réalité, sont tous un. L'âme a une part individuelle, mais elle est essentiellement conscience collective. Elle est essentiellement une. Nous sommes tous unis dans cet être essentiel. Dans une fraternité, on peut dire dans une adelphité, qui regroupe à la fois les frères et les sœurs, dans une humanité. Nous sommes dans une humanité une. Les extrêmes sont un. Le blanc et le noir se réunissent dans le symbole du Tao, on l'a vu. On peut prendre un autre exemple, l'amour et la haine. Quelle peut être l'union entre les deux, entre ces deux extrêmes? Ils sont déjà tous les deux une relation.
Ils sont une interdépendance entre les deux. Même quand on a de la haine pour quelqu'un, on est en relation et on est en relation d'interdépendance avec l'autre. Et on peut se rendre compte que à la fois l'apprentissage de l'amour et l'apprentissage que donne la haine nous amènent à cheminer à un apprentissage commun de l'humanité et de la relation à l'autre, de cette unité que nous sommes tous, de retrouver l'autre comme un frère, une sœur, unis ensemble. Nous pouvons maintenant, dans la méditation, expérimenter une dualité. Vous allez pouvoir choisir une dualité qui vous interpelle, peut-être en ce moment, que vous rencontrez, qui vous correspond, peut-être une tension qui existe dans votre existence en ce moment. Et puis, nous allons pouvoir, dans la méditation, chercher, laisser venir l'unité qu'il y a fondamentalement entre les deux. Pour terminer, en conclusion, je voudrais donner une phrase symbolique qui peut inspirer. Les forces combattantes semblent se battre du point de vue où tu te trouves, mais avance d'un pas. Regarde avec l'œil de la vision intérieure. Tu ne verras pas deux, mais un, pas la guerre, mais la paix, pas l'isolement, mais un cœur aimant. Je le redis, les forces combattantes semblent se battre du point où tu te trouves, mais avance d'un pas. Regarde avec l'œil de la vision intérieure. Tu ne verras pas deux, mais un, pas la guerre, mais la paix, pas l'isolement, mais un cœur aimant. Voilà, je vous propose un temps de méditation pour expérimenter cette unité qui réunit la dualité, les tensions entre deux pôles différents, le cas échéant entre des extrêmes. Je vous propose de vous installer confortablement, avec le dos droit si possible, et de laisser progressivement le calme s'établir en vous. De laisser votre corps se calmer, s'immobiliser. De laisser vos émotions, désirs qui peuvent être présents, s'apaiser, se lisser, comme les ondes sur un lac qui progressivement s'apaisent. Le lac devient de plus en plus lisse et il reflète de plus en plus la lumière au-dessus. Et également, nous pouvons laisser nos pensées se calmer. Nous pouvons nous concentrer progressivement au niveau du front, entre les sourcils. C'est le centre qui correspond à notre personnalité. Et à ce niveau-là, il peut se rendre disponible pour cette méditation. S'y consacrer. À partir de là, nous pouvons élever notre conscience à travers la tête, un peu au-dessus de la tête, quelques centimètres,
au niveau du centre coronal qui est le siège de notre être profond. Notre être profond, notre âme, a une grande qualité d'unité. Nous sommes à la fois individus et unis aux autres. En particulier, en ce moment, nous pouvons nous relier aux autres méditants. Même si nous sommes seuls chez nous, nous pouvons nous relier en pensée aux autres méditants et méditer ensemble avec eux. C'est une méditation ensemble. À ce niveau-là, laissez venir, si ce n'est pas déjà fait, une dualité, un couple de pôles qui vous interpelle actuellement dans votre existence, qui vous correspond. Peut-être une tension, peut-être un conflit. Ça peut être une dualité extrême ou pas forcément. Regardez bien chaque pôle de la dualité. Définissez-les précisément. Et nous allons nous mettre à l'écoute de l'unité qui les réunit. Laissons venir. C'est une vibration qui est là en réponse. Laissons venir ce qui est l'unité qui marie cette dualité. Laissons-la se télécharger en nous.
Des mots peuvent nous venir ou pas, peu importe, ça pourra venir plus tard. Peut-être en renouvelant cette méditation, en tout cas en nous mettant à l'écoute, l'énergie de la réponse se télécharge en nous. Et le moment voulu, nous recevrons la réponse utile à notre évolution. Nous pouvons laisser diffuser à travers nous ce qui a pu être contacté dans cette méditation, dans la conférence avant, consciemment ou pas, particulièrement sur l'expiration, nous pouvons laisser diffuser ce qui a été contacté à travers nous, autour de nous. Partager autour de nous ce que nous avons pu recevoir dans ce temps ensemble. Prenons un moment pour intégrer ce que nous avons entendu dans cette méditation, dans cette conférence. Qu'est-ce que nous retenons particulièrement? Qu'est-ce que nous voulons cultiver? Et puis, nous pourrons revenir au niveau du front, reprendre contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux, retrouver le lieu autour de vous. J'espère que ça s'est bien passé. Il peut être utile de répéter une telle méditation pour développer plus ce sens de l'unité à travers la dualité, pour que cette énergie se télécharge plus en nous et s'exprime de plus en plus
dans notre vie et autour de nous. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À une prochaine fois, si vous le voulez bien. Au revoir.